Instant décryptage sur Diaspora FM 102.3 Eden Télévision, c'est l'heure des bilans, 3 ans. Après l'avènement du régime ou de la gouvernance Patrice Talon, les attentes sont-elles comblées aujourd'hui dans plusieurs domaines? Eh bien, c'est le moment de faire le débat et en parler. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes avec les travailleurs pour comprendre un peu, avoir le point de vue, le regard des travailleurs sur les 3 ans de la gestion de Patrice Athanase Guillaume Talon avec les réformes apportées justement dans l'administration, dans les différentes sections, dans les secteurs d'activité. Et nous sommes pour faire l'exercice aujourd'hui, 3 ans de la rupture, regard du Creuset, les travailleurs debout. Nous sommes avec Capo Bessé Kouassi, du Centra Justice. Il est membre de ce Creuset qui a été porté sur les fonds baptismaux il y a quelques semaines et qui, rappelez-vous, était face à la presse en début du mois, justement le 4 ou le 6 avril, pour donc attirer l'attention une fois encore des dirigeants sur la plateforme revendicative des travailleurs. Nous aurons le temps de parler également de ce Creuset et surtout de cette plateforme. Mais en attendant, avant de démarrer, justement, l'invité aura l'occasion, l'opportunité d'apporter sa lecture à propos de la situation socio-politique marquée par les élections en cours, le processus électoral sans l'opposition et d'autres blocs soutenants. Le chef de l'État, M. Kouassi Capo Bessé, bonjour. Bonjour, cher ami. Pour nous accompagner dans ce débat, Arnaud Mori Agua. Monsieur Capo Bessé Kouassi, votre prénom c'est bien Kouassi, bonjour. Oui, je suis très heureux parce que je n'ai pas un prénom français. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Eden TV. Merci beaucoup. Alors Arnaud Mori Agua qui sera chargé aussi de nous suivre un peu le débat sur la toile et rapporter aussi quelques préoccupations dont ceux qui nous suivent, nous savons que nous en avons jusqu'à une centaine qui sont actuellement câblés sur l'actuel, sur Facebook, Twitter et puis également sur YouTube qui nous suivent, ceux qui ont des préoccupations, des questions à poser à l'invité. C'est le moment de le faire. Arnaud Mori Agua cherchera donc de faire l'exercice avec nous. Monsieur Kouassi Capo Bessé, Centra Justice. Voilà, quelle est votre lecture pour démarrer la situation sociopolitique marquée par ce que vous savez? Merci. Je crois que je suis d'abord ici en tant que secrétaire général de Centra Justice. Mais ce qui nous réunit actuellement, c'est le Creuset dont vous avez parlé, Travailleurs debout. Travailleurs debout, et ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2016 que nous avons déjà vu les signaux au rouge. Et nous étions dans les préparatifs. Et c'est seulement en 2019 que nous avons compris que si on ne fait rien maintenant, ça serait trop tard. Mais pourquoi vous disiez que depuis 2016, vous voyez les signaux rouges? Puisqu'en 2016, vous savez que nous sommes des syndicalistes avertis. Dès qu'un chef d'État fait 3 mois, on peut savoir ce qu'on attend de lui pour les 5 prochaines années. Ce qui a fait que nous avons très tôt commencé par attirer la sonnette d'alarme des grèves parties. Et quelle a été l'attitude du régime? Vous étiez là, la suppression pure et simple du droit de grève, les menaces, les intimidations. Les 3 dernières années, on a vécu sous la peur. On nous a vendu la peur. Et nous avons espéré que ceux qui nous organisent sont les centrales, c'est les confédérations. Pour des raisons que nous ignorons, ils étaient très inactifs. De telle sorte que nous avons dit, si ceux-là qui sont chargés de discuter de certains points de revendication avec le gouvernement sont divisés entre eux-mêmes. Au moment où une centrale dit, nous allons faire des sittings, nous allons marcher, nous irons en grève, il y a d'autres qui disent, eux, ils soutiennent le gouvernement. Alors que s'il n'y a pas de syndicats à la base, il n'y a pas de centrale, il n'y a pas de confédération. Donc nous avons observé la situation depuis 2016, les démarches que nous avons effectuées en direction d'autres organisations syndicales, que ce soit dans l'administration publique, les sociétés et offices d'État, ont finalement abouti à ce que nous avons fait la dernière fois au CODIAM pour notre sortie officielle. Nous avons mis en garde le gouvernement, nous avons sorti des points de revendication et nous avons donné un délai de 15 jours. Je voudrais seulement inviter le gouvernement à nous prendre au sérieux. Parce que
si durant 3 ans, nous avons été matés, durant 3 ans, on a désarticulé la fonction publique, on a démotivé le cadre béninois. Parce qu'aujourd'hui, pour servir dans l'administration, ce n'est plus l'excellence qu'on prône. Est-ce que vous nous supportez? Est-ce que vous soutenez le régime? Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, mais vous en parlez, mais il n'y a pas de faits concrets. Quels sont les faits concrets sur lesquels vous vous basez nous crions tous les jours pour demander à ce qu'on prône l'excellence dans la fonction publique. Ce n'est pas ce que nous constatons. Vous voyez dans l'administration des halogènes qu'on nomme des supérieurs à des postes pour diriger d'autres qui sont cadres, qui ont été formés pour ça. Un exemple la dernière fois, l'État béninois a envoyé des agents au Sénégal, formés aux frais du contribuable. Ils viennent, ils tournent actuellement les postes. On est allé chercher des gens qui ne sont pas de la justice pour les nommer à des postes pour les diriger. Et comme ça ne va pas, on les a faites pour aller servir dans des structures qui n'ont rien à voir avec la formation qu'ils ont reçue. Alors, c'est du gaspillage, ça. C'est pour cela que nous disons, ça ne peut pas continuer. Lorsque des travailleurs s'organisent pour revendiquer leurs droits, et que nous avons la chance de rencontrer le père de la nation. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai du mal à croire encore à la parole du chef de l'État. Parce que nous, quand nous l'avions rencontré, il a fait des promesses. On a donné un délai de 2 mois pour voir comment toutes ces promesses seront concrétisées. Mais à notre grande surprise, c'est le retrait pur et simple du droit de grève. Vous savez que la grève, c'est l'arme fatale du travailleur. Dès qu'ils ont retiré, nous avons dit, ah, ces gens, ils n'ont rien prévu. Ils ne veulent rien céder aux travailleurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une frustration. Tu ne dis pas son nom. Et en dehors de ceux-là qui se fâchent du fait qu'ils n'ont pas bénéficié de cette promotion, il y a d'autres qui sont licenciés, d'autres qui sont radiés. Mais ils veulent faire quoi de nous? Dès que vous tentez d'organiser quelque chose, on dit c'est les partis de l'opposition qui vous soutiennent. Le gouvernement s'est embourbé dans la politique au point où il n'arrive plus à comprendre qu'il y a des points de revendication à satisfaire. C'est 5 ans, le seul mandat du chef de l'État. Nous sommes dans la 4e année. Nous n'allons pas croiser les bras. Et c'est après les 5 ans, nous allons commencer par faire le bilan. Le bilan, actuellement, nous n'allons pas dire que c'est trop tard. C'est pourquoi nous nous réveillons très tôt. Donc, il faut que la parole du chef soit sacrée. Il faut que le chef de l'État reste au-dessus, en bon père de famille. Vous savez, quand les députés ont voté toutes les lois liberticides scélérates, premièrement concernant le droit de grève, deuxièmement la loi sur l'embauche, troisièmement les modifications apportées au statut de la magistrature, les modifications apportées au statut général de la fonction publique. Mais nous, on s'organisait pour adresser une demande d'audience au chef de l'État lui-même, pour discuter avec lui, pour lui montrer les dangers, par exemple, qu'il y a dans les dispositions qui encadrent le licenciement même. Mais à notre grand surprise... Ça dit que vous n'avez pas suffisamment, en tant que travailleur, été associé au débat? Aucun travailleur, aucune organisation syndicale n'a été associée. Et le danger, au moment où des organisations syndicales s'apprêtent à aller voir le père de famille, le chef, on a suivi à la télé quand notre président de la République même a commencé par faire l'apologie de ces lois scélérates là à Berlin. Là, on a dit, mais tout est foutu. Si des lois à polémique qui créent de la misère aux travailleurs et que le père de la nation même commence pas et l'applaudit, mais il y a un danger. Cela veut dire que c'est lui-même qui est l'instigateur. Si c'est ça, rien ne tient plus debout. Nous sommes dans un État sans droit. Et quand vous êtes dans un État sans droit, tout est permis. On ne peut pas dire tout le temps qu'une marmite est au feu et qu'on prépare je sais quoi. Mais quand est-ce que le peuple va manger? Vous avez vu, on n'a jamais exposé les salaires des ministres. Les salaires, mais on connaît quand même le salaire d'un préfet. Vous n'allez pas me dire que le préfet sera à 5 millions et que son ministre de l'Intérieur tout puissant soit à moins de 5 millions. C'est pas possible ça. Est-ce qu'au moment où on augmente, je voudrais vous rappeler que le régime de faim
Les ministres étaient à 600 000 avant qu'ils ne viennent. Dès qu'ils ont augmenté le salaire des ministres à 1 725 000, les syndicalistes ont commencé par réagir. Et un bon père de famille, il a vu le danger, que ce n'est pas normal. Et c'est pour cela qu'il a demandé, ok, accordons une prime à tous les travailleurs. C'est ça l'histoire de la prime spécifique qui est de 200 000 par an. Mais ceux-ci, ils ont augmenté le salaire des ministres, des secrétaires généraux et de leurs adjoints au niveau des ministères, les préfets et les travailleurs. Mais dès que vous réagissez, on dit il n'y a rien. On vous malmène, on vous méprise. Non, vous ne pouvez pas continuer. Les 3 années du président Patrice Talon, c'est un échec. C'est un échec. Et on a espéré, dès qu'il est venu, on a cru que c'était notre rôliste. Mais le président de la République est royalement passé à côté. Et il faut espérer un autre président, un jour, qui va revoir les choses pour booster réellement ce pays. Mais vous ne pouvez pas tout peindre en noir. Certainement qu'il y a quand même des choses positives à voir. Rien n'est positif. Rien du tout. Donne-moi un exemple. Mais il y a beaucoup au niveau des universités, vous avez vu ce qui s'est passé? Des gens qui ne peuvent pas se faire élire, même responsables de classe, et qui échouent aux élections au niveau des entités, on passe. Parce qu'on est chef de parti, parce qu'on est parent, parce qu'on est ami du chef, on passe par le gouvernement et on supprime les élections au niveau des entités. Et on prend un décret pour nommer les amis du chef, les copains du chef. C'est ça ce qui est des avancées. Ce sont des réformes qui ont été quand même bien réfléchies. Ce n'est pas des amis du chef. C'est un recul grave. Ça dit, avant d'être juriste, il faut être historien. Lorsque vous prenez même quand vous voulez diriger un pays, vous devez avoir des gens autour de vous qui vous renseignent sur l'histoire de chaque texte. Même si c'est un décret, il faut savoir, il faut demander comment on est abouti, on a finalement réussi à avoir un texte. Si le chef de l'État se rapprochait de ceux qui ont eu ce décret-là, comment on est arrivé à obliger au niveau de nos entités à organiser des élections? Il ne devait pas supprimer ça. Parce que ce n'est un régime ne s'est pas levé un jour et a dit, bon allez, commencez pas à faire les élections. Non, c'est sur des grèves, des arrestations, des gens sont allés en prison. Mais se lever un jour et dire, il faut, il ne commençait pas à nommer. Non, c'est un recul grave. Et moi, je crois que le Bénin est déjà dans le rouge, nous sommes dans le décor. Notre démocratie est à terre. Ça dit, le Bénin, la destination Bénin aujourd'hui n'est plus vendue. Et il faut que l'esprit de sagesse habite rapidement le chef de l'État pour que les uns qui lui restent, s'il peut encore sauver quelque chose, sinon il va partir par la petite porte. Ce que je ne lui souhaite pas. Mais revenons justement aux préoccupations des travailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en parlez tout à l'heure, vous évoquiez certains, vous étiez en train de peindre un peu en noir ce qui a été fait au niveau de l'administration. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la frustration ne vient peut-être pas du fait que, entre-temps, il y avait beaucoup de laisser-aller dans l'administration. Il y avait des primes un peu plus fantaisistes ou autres, des traitements un peu plus faramineux et autres, et qu'entre-temps, il y a eu des suppressions des primes ici. Est-ce que c'est parce que justement, les réformes apportées n'arrangeraient peut-être pas les travailleurs que vous tenez ce discours? Moi, je vais vous dire que le chaos que traverse ce pays, les travailleurs ne sont pas responsables de cela. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont bouffé les milliards de l'eau. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont dilapidé les milliards de Maria Glita. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont pris des marchés pour le siège de l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont dilapidé les milliards de machines agricoles. Mais le débat est ailleurs là. Les travailleurs sont là, ils ne sont que des techniciens. Mais c'est les politiques. Mais les syndicalistes qu'on a emprisonnés pour les concours frauduleux, mais c'est de l'arbitraire. Qui a donné les ordres? Aucun agent ne peut décider. Les ministres sont là. Les chefs d'institutions qui en ont profité. Les députés qui ont profité du système, qui ont placé des agents. Est-ce qu'on les a touchés? Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc les travailleurs ne sont pas responsables de l'état de notre pays. Non, 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 non. C'est les gouvernants. Ils passent tout leur temps à faire de la politique, au lieu de penser au développement. Vous savez que dans les grandes démocraties,
dans une grande démocratie, il y a des structures qu'on ne change jamais. Il y a des structures qu'on ne change jamais. Mais au Bénin, dès qu'un chef vient, il rase tout. Il recommence à zéro. Ça ne peut pas continuer. Moi, je dis, les travailleurs ne sont pas responsables. Nous demandons seulement qu'on améliore nos conditions de vie et de travail. Vous savez, moi, je crois qu'au Bénin, la politique aussi est devenue notre problème. Parce que quand vous suivez ceux-là hier, qui avaient la dent très dure contre l'actuel président, et qui aujourd'hui le soutient, qui vote des lois pas possibles, je dis, mais est-ce que c'est de la politique que nous faisons, ou bien parce que nous avons fait? Donc les travailleurs n'attendent qu'on satisfasse à leurs revendications. Un point bas, ce n'est pas nous. Combien nous payons les travailleurs? Mais les milliards qui sont dilapidés. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque, dans le cas des élections, on a demandé aux partis politiques de payer 200 et quelques millions pour aller aux élections législatives. Mais c'est dangereux, ça. Ce qu'on déplorait, il ne faudrait pas que l'argent vienne en politique. Ce qui se passait, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire de la politique. Quelqu'un qui a quelques millions, il commence par offrir des tables-bancs, des dons par-ci, des dons par-là. Subitement, il crée un parti, il se fait élire député. Donc si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire de la politique, vous ne pouvez pas être député au Bénin. Et nous, on a cru que dès que le chef d'État serait là, il va mettre fin à cela. Mais au contraire, il a enfoncé le clou. Il a aggravé la situation. Les gens vont trouver 200 et quelques millions pour payer pour un parti. Mais lorsque vous le faites, ceux qui vont à l'Assemblée, ils passent tout le temps à faire du chantage. Ils veulent prendre de l'argent avant de voter une loi. Ils veulent gagner des marchés. Des marchés sont là, des députés n'ont jamais exécuté. Et ils ont pris l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé une fortune pour se retrouver là-bas. Ils cherchent à rentrer en possession de ce qu'ils ont dépensé. Et nous, on avait cru qu'un instant, M. Patrice Talon, dès qu'il est venu, il va mettre fin à cela. On pourrait faire comme le Sénégal, qui ne passe pas les signatures. Simplement, vous devez recueillir un nombre de signatures et vous réglez le problème. Au lieu d'aller et augmenter de façon vertigineuse la caution à payer. Et pour les présidentielles, j'espère qu'ils vont demander encore des milliards. Cela veut dire qu'on met toujours l'argent en jeu. Et quand vous tombez aujourd'hui, ne regardez pas là où vous êtes tombé. Revenez en arrière pour voir là où vous avez hérité une pierre. L'argent en politique ne date pas de maintenant. C'est la conséquence du régime militaro-marxisme-léninisme de Mathieu Kérékou, qui a affamé le peuple. Et dès 1990, la conférence nationale est arrivée. Les partis qui ont émergé ont péché. C'est eux qui ont mis l'argent dans la politique. C'est depuis 1990 que les gens ont mis l'argent en politique. Et nous, on croyait que l'arrivée de M. Patrice Talon, qui a dit je ferai un seul mandat, on a dit il va régler les problèmes. Mais il a aggravé encore la situation. Si les gens doivent payer une caution de 200 millions, il leur faut encore de l'argent pour battre campagne. Et vous savez que les gens ont fait. Vous savez que si un parti politique donnait 1000 francs à chaque Béninois, à 1 million de Béninois, ça fait 1 milliard. Ça fait 1 milliard seulement pour s'il doit donner de l'argent, parce que c'est l'argent que les gens distribuent. Donc moi je crois que on doit revoir la loi électorale. Mais justement par rapport à cela, à ces lois qui ont été votées, par rapport aux cautions à verser et autres, mais vous toisez le chef de l'État, mais pourtant ce sont des députés à l'Assemblée qui l'ont voté, ces lois. Nous on a l'habitude d'accuser les députés. À la 7e législature. On a l'habitude d'accuser les députés. Mais du moment où des députés ont voté des lois scélérates, des lois qui nous créent tous les problèmes, et que curieusement, le chef de l'État même défend cette loi-là dans une salle où c'est les décideurs de ce monde. Vous savez que dans la salle, il y avait le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui est sénégalais pontin. C'est trop dangereux pour notre image. Que le Bénin, qui est un pays de démocratie, qu'un président débarque et qui dise, dans mon pays, il n'y a plus de droit de grève. Dans mon pays, vous pouvez licencier quelqu'un et comment on appelle, la sanction, c'est le paiement d'une indemnité qui est plafonnée à 9 mois. Cela veut dire quoi? Si vous portez l'affaire devant un juge, le juge aussi c'est un homme. Si votre nom de famille rappelle un mauvais souvenir à ce juge, il vous plafonne à 3 mois. Cette loi-là, c'est une loi dangereuse.
Parce que, hier, si vous avez votre épouse qui tombe sur un patron vicieux, hier au moins, les femmes étaient protégées. Qui court après votre femme, les femmes étaient protégées. Mais aujourd'hui, ces patrons, il suffit seulement de continuer à exercer cette pression sur nos femmes. Nos femmes sont obligées de craquer. Parce que, même si c'est un licenciement abusif, le juge, le législateur allait même encadrer le juge par rapport à la décision qu'il doit rendre. Ça ne doit pas dépasser l'indemnité du salaire brut. Ça ne doit pas dépasser 9 mois. Cela veut dire quoi? Et on ne donne même pas la possibilité à celui qui est licencié, à celui qui est devant le juge, et que le juge même a constaté que c'est un licenciement abusif, on ne lui donne même plus la possibilité à l'agent de revenir encore dans son service. Il est renvoyé. Un point, c'est tout. Cette loi n'existe seulement dans un seul pays au monde, c'est le Bénin. Nulle part. On a fouillé partout. Cette loi n'existe nulle part au monde. Et des députés ont voté ça. Et c'est ces mêmes députés qui soutiennent le chef de l'État. Ce sont ces mêmes députés qui se sont éparpillés en 2 blocs, qui veulent revenir. Mais s'ils reviennent, nous sommes morts. Nous sommes foutus. Mais on devait le virer. L'honorable Guy Mitterrand a raison. Mais on devait dissoudre ce Parlement-là. C'est un Parlement qui ne prône pas la paix, qui ne prône pas la cohésion, qui encourage l'exécutif à désarticuler toutes les institutions. La justice comment on appelle ça? Elle a été écrasée. Le juge n'est plus libre de rendre sa décision. Hier, c'était le procureur qui n'était pas libre. Mais aujourd'hui, le juge n'est plus libre. Et je vais vous dire ceci. Avec ce qui se passe aujourd'hui, chaque juge qui doit rendre une décision est interpellé. C'est dangereux encore. C'est la peur qu'on a vendue partout. Cela veut dire quoi? Le chef d'État doit savoir, si lui, il est revenu fouler la tête de ses aïeux, c'est parce qu'un jour, des juges ont rendu des décisions. Des juges ont eu la liberté de rendre des décisions. Et ça lui a permis de rentrer au pays. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, est-ce que ces juges ont aujourd'hui la liberté de rendre une décision et de ne pas en répondre à un CSM rempli d'halogènes, de politiciens? Qu'est-ce qu'un politicien connaît du droit, du statut de la magistrature? Un magistrat, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Un magistrat, c'est quelqu'un qui va se faire former 2 ans à l'ENAM. Un magistrat, c'est quelqu'un qui suit une enquête de moralité. Un magistrat, c'est quelqu'un qui doit soutenir. Et ça ne marche pas, il est reclassé dans un autre corps. Un député, aujourd'hui, vous savez que la qualité d'un député à l'Assemblée, c'est seulement qui sait lire et écrire, qui lui comprend du statut de la magistrature. Donc, ce que nous disons, nous appelons l'intime conviction du juge n'existe plus aujourd'hui. Si l'intime conviction du juge n'existe plus aujourd'hui, les faveurs dont a bénéficié M. Patrice Talon, c'est fini, la voie est bloquée. Donc, nous disons, ça ne peut pas continuer. Monsieur Kwasi Kakobese, dites-nous, les travailleurs debout, comment comptez-vous faire face à vos revendications? Et si vous savez les lois qui ont été votées, loi contre la grève, loi de la grève et tout cela. Pensez-vous obtenir gain de cause justement face à cette situation-là? Oui. D'abord, avant de commencer un combat, il faut y croire. Si vous ne croyez pas, c'est que vous avez déjà échoué. Nous avons des armes nécessaires. Même si on doit rester dans la légalité, même si on doit respecter les tests scélérates qu'ils ont votés à travers 1 jour de grève, 10 jours de grève par an. Non. Vous savez, les marches, les sittings font plus de mauvaise publicité à tout régime au monde. Donc, nous avons donné un délai de 15 jours. Nous avons programmé des manifestations d'envergure. Ce sont des manifestations que nous allons programmer au niveau de certaines institutions. Parce qu'aucune armée au monde ne délivre sa stratégie pour que celui qui est en face puisse s'organiser. Donc, nous avons étalé les revendications qui concernent tout le monde, même jusqu'au secteur privé. Et nous attendons. Bientôt, nous allons faire déjà 7 jours. Et après les 15 jours, nous allons commencer. Parce que maintenant que ça passe ou ça casse,
Oui, mais ça tombe quand même dans un mauvais moment, puisqu'il y a le processus électoral. C'est ce qu'on nous a toujours dit. En 2016, dès qu'on a commencé, on nous a dit non, c'est trop tôt. On a dit 2017, ils ont dit c'est trop tôt. En 2018, on dit non, c'est trop tôt. Le président a même dit, la marmite est au feu, la marmite est au feu, la marmite est au feu. On dit c'est trop tôt. Mais on est en 2019. Mais on va faire ça quand? Si on ne le fait pas en 2019, en 2020, les gens vont dire non. Il y a les élections locales qui pointent à l'horizon. Je ne veux pas que en 2021, ils vont dire bien entendu, mieux écouter peut-être si ça ne tombait pas dans la période électorale, puisque actuellement les politiciens sont sur le terrain politique carrément pour les élections. Est-ce que vous êtes sûr d'être quand même entendu? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura élection le 28? Moi, je ne suis pas assuré. Si on s'en tient simplement au processus en cours. Vous nous étonnez. Je sais que... Alors, pourquoi vous n'êtes pas sûr de... Voilà, pour moi, la dérive que nous observons ne peut pas aller jusqu'à exclure les partis de l'opposition pour les prochaines élections. Non. Mais c'est fait. Non. Le président de la République même, vous savez, c'est un monsieur qui a plusieurs ballons d'essai. Il est en train d'attendre pour voir si les Béninois vont avaler la couleuvre. Donc lui-même, il sait que bientôt, qu'il va revoir les choses. Il n'y a pas d'élection le 28 sans l'opposition. Parce que la population a été matraquée, matée, déguerpie, cassée. Vous savez, dans les autres pays, quand on parle de déguerpissement, c'est un programme. C'est pour la bonne cause. Quand on parle de déguerpissement, c'est un programme. C'est un programme, le déguerpissement. Programme parce qu'on enlève les gens, on les réinstalle ailleurs. Mesures d'accompagnement. Parce que ceux que vous enlevez, c'est des Béninois. Ceux que vous enlevez, c'est des gens qui occupent des artères, qui payent des taxes à l'État. Donc si un jour vous voulez les enlever, on ne va pas les enlever comme s'ils étaient des gens que vous n'avez jamais vus, des gens qui ont occupé les places illégalement. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont déguerpi des gens. Ils ont vendu la peur, intimidé. Et on a subi ça durant les 3 dernières années. Alors la sanction c'est quoi? C'est les élections législatives. Donc on ne peut pas, le peuple est resté silencieux. Parce que le peuple attendait... Le régime est en train d'échapper à cette sanction. Le peuple attendait les élections législatives pour sanctionner le régime. Et il ne peut pas interdire le peuple de sanctionner le régime. Jamais. Parce qu'on a croisé les bras parce qu'on attend le 28 avril. Et on dit que l'opposition n'ira pas. Alors, cela veut dire qu'on nous frappe et on nous empêche de couler des larmes. Non. Vous savez, l'âme attire la violence. Et personne n'a le monopole de la violence. L'arrogance qui caractérise ce régime-là, c'est de trop. Non, il faut qu'il ramène la balle à terre et comprendre qu'il ne peut pas croire qu'à tout moment, ils ont le monopole de la violence. Verbal ou tout, non. Vous voyez quand le chef d'État me lui parle, c'est dangereux. Vous allez faire quoi? Vous ne pourrez rien. On dit ça à des syndicalistes. Ce n'est pas bon. Dans des grandes démocraties, lorsqu'un président dit, moi je ne pense qu'à moi-même, le lendemain les gens marchent pour demander sa démission. Dans les grandes démocraties, il y a longtemps, on devait demander, exiger déjà la démission du chef de l'État pour certains propos qu'il tient. Donc moi je crois que la sagesse qu'il a habité, premièrement, en cherchant à discuter avec le président de l'ancien président de la République, Nicéphore Segolo, en cherchant à discuter avec les partis politiques, la sagesse qu'il a animée en renvoyant tout le monde à l'Assemblée nationale, je crois qu'il doit continuer. Il doit continuer pour trouver le consensus. Et ce qui hante le chef de l'État, c'est la révision de la Constitution. Moi, je vous dis, comme les pharaons le disaient, il m'a dit que le l'a répété, que ça soit écrit. Notre Constitution ne sera jamais révisée par Patrice Talon. Non. C'est un fétiche qui est là. C'est quand même de bonne intention aujourd'hui. Non. La question se pose quand même. Aucune question ne se pose. C'est des hommes qui interprètent les lois à leur manière. Aucune question. Vous savez, j'ai dit, il faut être historien. Comment on est arrivé à cette constitution-là? Cette constitution qu'on a eue dans la douleur. Après 17 années de révolution. Des gens sont morts. Des gens ont coulé leur sang. Mais les réalités de 90 ne sont plus forcément aujourd'hui les mêmes. Si on veut réviser un tel outil, ce n'est pas dans la précipitation. Ce n'est pas comme une simple note de service. Ce n'est pas comme un décret. Non. C'est quand même la loi fondamentale du pays. Une large concertation. Normalement.
C'est pas le folklore qu'on a fait. On a réuni des gens, on leur a donné 10 millions, c'est fini. On a ceux-là, vous les interpellez aujourd'hui. La commission Djogbin. Ceux-là vous disent aujourd'hui, c'est pas le texte qu'ils ont déposé. C'était un similaire qu'ils ont utilisé les gens, après ils ont déposé une autre qui n'a rien à voir. D'abord, même quand moi j'ai lu le texte qui a été déposé, ça insulte même l'histoire de notre pays. Le pays ne mérite pas, après cette constitution, la constitution qui doit venir devait l'améliorer. Mais ce qu'on a proposé, c'est une insulte à notre démocratie. C'est à croire que on est dans la cour du roi Péto là. Qu'est-ce qu'il fait dire ça? Quels sont les éléments? J'ai lu. C'est un débat dépassé. J'ai lu la constitution. Ce qu'on a proposé, il dit ça ne peut pas passer. Donc moi, je crois que s'il veut réussir, il devait laisser la précipitation qui le caractérise tout ça. Il y avait 2 tentatives. Mais comme les 2 tentatives ont échoué, ils ont dépiécé la constitution. Hein? Ils l'ont morcelé. Et ça devient des lois qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Quand vous lisez, je vous dis, la loi qui a institué la criette, mais c'est une loi dangereuse. La criette est une juridiction qui ne garantit pas la cohésion, qui ne garantit pas la paix. Pourquoi? Les infractions de même nature, jusqu'à l'heure où je vous parle, défilent devant la criette et défilent aussi devant les juridictions de droit commun. Alors que la criette est une juridiction d'exception. Les mêmes infractions de même nature passent devant la criette, vous risquez jusqu'à 20 ans de condamnation sans avoir les voies de recours. Les mêmes infractions avec les mêmes natures défilent devant les tribunaux avec des condamnations moins sévères dans le même pays. C'est une juridiction polémique. En lieu de la supprimer, il vaut mieux revoir la loi et préciser quel type d'infraction économique. Parce que quand vous parlez d'infraction économique, même escroquerie en tontine, c'est une infraction économique. La preuve, quand le procureur spécial Tobono est allé au niveau du péage des Paix, quand il a constaté une malversation financière de 300 francs, il a déféré les gens devant la criette, 300 francs. Alors que ne me dites pas que des infractions de cette même nature-là ne défilent pas devant le tribunal de Kanli, Nati Tengu, Djogo Savalou. Alors si c'est comme ça, ce n'est plus une juridiction d'exception. C'est une juridiction dangereuse pour la nation. Ça va opposer une population contre l'autre. C'est pour cela qu'il faut revoir. Ça ne peut pas continuer. Nous savons très bien que la criette est là pour s'occuper des opposants qui veulent s'en prendre au pouvoir. Et c'est ce qui est mauvais. Des gens... Mais c'est pour tous ceux qui se sont retrouvés dans les dossiers de crimes économiques. Pourquoi vous l'affirmez ainsi? Tel que le chef de l'État a repris, tel que la criette a repris certaines infractions et a déféré ça à une audience solennelle, je veux croire que le dossier de PPA2, quand on envoie ça devant la criette, c'est des milliards. Ce dossier est déclaré non-lieu. Non, justement. Vous savez qu'il y a des dossiers qui ont été bouclés par un tribunal qui est déféré encore. Qui est déféré encore devant la criette. Et quand vous prenez le dossier PPA2, c'est seulement une partie qui est déclarée non-lieu. C'est seulement une partie. Donc moi je crois que le chef de l'État doit chercher à demander à la criette de voir quand même ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans les machines agricoles. Le chef d'État doit dire, mais les plus de 40 milliards qu'on a bousillés à Maria Gleta, c'est devenu quoi? Le chef d'État doit dire, ceux qui ont dilapidé les 14 milliards du siège de l'Assemblée nationale, qui est devenu une honte, et l'exemple même de la manière dont les gens dilapident les sous, le chef d'État doit dire, mais la criette, occupez-vous-en. C'est tellement que la criette a son chronogramme bien établi par rapport à ces dossiers. Non. C'est parce que ceux-là, du moment où vous êtes là, vous dites talon est bon, talon 10 ans, talon 20 ans, vous êtes intouchable. Ah non, pas talon 20 ans. C'est ça. Talon 10 ans, peut-être constitutionnellement, si il arrivait à se faire élire. Vous savez qu'il y a un député qui a dit talon fera 5 ans, après il fera 7 ans. Je dis, j'adresse ce message à ces députés, que ça soit écrit.
Talon ne fera pas plus d'une journée après les 5 ans. Non, c'était une erreur de la part de ce député. Ah, ok. On croit bien que c'était une erreur. On a une question de Rosemonde Kachi et qui nous suit en direct sur la plateforme YouTube. Et donc, elle demande à M. Kwasi Kakobese si le Creuset travaille debout n'est-il pas venu trop tard dans un monde trop vieux? Non, en réalité, je vous ai expliqué le contexte. Vous savez que tel que c'est organisé au Bénin, vous voyez en même temps les centrales et confédérations. Il y a certains points de revendication. Lorsque c'est commun à toute l'administration, c'est seulement les centrales et confédérations qui discutent avec le gouvernement. Et lorsque ces centrales sont en difficulté, ils organisent la base. On a constaté que plusieurs tentatives pour les remobiliser, pour qu'ils prennent leur initiative, ça n'a pas marché. Donc, même si certaines personnes trouvent qu'aujourd'hui c'est trop tard, n'allons pas quand même dire que c'est trop tard et laisser tout s'écrouler autour de nous. Il faut sauver encore ce qu'on peut sauver. C'est pour cela que nous, on a dit, il faut aller. Et nous sommes allés pour de bon. Hein. Mais vous allez voir après les 15 jours. C'est peut-être pas forcément l'impression que nous, observateurs du dehors, nous avons au niveau des syndicats centrales, on sait quand même, on les voit quand même. Non, quelle centrale vous voyez? Quelle centrale? Vous voyez, certaines centrales s'étaient réunies pour demander à ce qu'on respecte la loi dans le cas des élections. C'est le rôle des centrales. On dit les travailleurs ont fait. Notre problème, les centrales doivent dire, aujourd'hui là, est-ce qu'une centrale peut déposer une motion de grève lorsqu'on lui a arraché l'arme ultime? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Rien. On a d'abord arraché le droit de grève au niveau des 3 secteurs. Et la sécurité, la santé et la justice. Certaines centrales s'étaient amusées à dire, non, on ne peut pas oser venir dans l'enseignement, c'est seulement la justice qui peut faire ça. Mais quand il est venu dans l'enseignement, ils ont fait quoi? Cela veut dire qu'ils sont spectateurs. Mais nous sommes venus, mais nous ne voulons pas être spectateurs. Nous voulons des réponses à tous les points que nous avons posés. Et je voudrais inviter le chef d'État à arrêter de croire que dès qu'un travailleur commence par dire j'ai faim, c'est toujours l'opposition qui est derrière. Non. Nous ne fonctionnons pas comme le gouvernement. Actuellement, nous fonctionnons sur la base des problèmes que chacun, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous parlez, nous ne sommes plus les partenaires sociaux parce que les syndicats n'existent plus. Vous parlez, on ne vous écoute pas. Vous réunissez pour faire des mutations, ils ne respectent rien. Dès qu'un parent vient, mon fils veut rester là. Les gens sont capables en une année de bénéficier de 10 mutations. Toujours, ils recherchent toujours là où il doit avoir des avantages. Et ce régime accompagne ça. C'est dangereux ça. Celui qui n'a personne, il fera quoi? Donc, c'est trop dangereux et nous, on doit agir. Alors, vous devez agir, vous l'avez dit. Nous avons toujours Rosemonde Kachi qui revient avec une autre question. Elle dit, quand l'invité dit, je cite, nous avons vécu pendant 3 ans dans la peur. Il faut que ça arrête. Est-ce que ça dit, c'est sa question maintenant, est-ce que ça dit que ce qui lui faisait peur n'existe plus? Elle demande, est-ce que ce qui vous faisait peur et vous avez vécu 3 ans dans la peur n'existe plus? Non, j'ai dit, le régime a vendu la peur. Est-ce que vous voyez? Le régime a vendu la peur. Le régime a vendu la peur. Par exemple, quand on prend le ministère de la Santé, on l'a supprimé carrément, le droit de grève. Est-ce que vous voyez? Dès que vous appelez aujourd'hui les syndicalistes du ministère de la Santé, ils se disent, ah, on a peur de licenciement, on a peur d'être radié. C'est là la peur en réalité. Lorsque vous réagissez, les intimidations, c'est ça la peur. Mais un peuple ne peut pas continuer de subir les menaces, les intimidations et rester les bras croisés. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui dira quand même, si c'est que ce que nous craignons, il vaut mieux dire la vérité que de mourir ensemble. C'est pour cela que nous disons, il ne faut plus continuer à avoir peur. D'accord. Est-ce que nous aurons des problèmes parce que nous avons dit que nous avons fait? Est-ce que nous devons avoir des problèmes parce que nous avons dit que vous n'avez pas réglé tel problème? Je vous donne l'exemple des 1,25 qui nous doivent. Monsieur Kwasi, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Déjà, on aura un autre plateau beaucoup plus élargi, peut-être à d'autres occasions. Avant de conclure rapidement, juste en une minute, les quelques revendications essentielles. Bon, la première des choses, nous voulons seulement demander au gouvernement de réintégrer immédiatement tous les agents licenciés et radiés. Deuxièmement, qu'ils prennent toutes les dispositions pour abroger toutes les lois
modifiant et complétant le statut de la magistrature. Ils n'ont qu'à laisser en paix la loi portant statut général de la fonction publique. Cette loi a tellement fait de va-et-vient à la fonction publique et assemblée où aujourd'hui les techniciens même ne savent plus quelle loi nous utilisons. Et les licenciements, et la réduction du droit de grève et du nombre de jours, c'est non seulement c'est dans la loi portant statut général de la fonction publique, c'est aussi dans la loi portant ainsi des droits de grève en République du Bénin. Celui qui nous a accordé cette loi en 2002, c'est le général Mathieu Kérékou. Un militaire ne peut pas comprendre que des citoyens ont des droits et qu'un civil vienne, il bafoue tout. Il réunit tout. Ce n'est pas bien. Et en dernier lieu, je voudrais rappeler que le chef de l'État a ordonné au ministre de l'économie et des finances le paiement de 1,25 pour le compte des retraités. Alors que nous, on est en fonction. Ceux qui sont en fonction, on ne leur paie rien. Mais on veut accorder ça aux retraités. Nous avons dit, je ne voudrais pas revenir sur tous les points. Ils ont déjà la motion à leur niveau. Mais ce que je dis, tout ce qui est loi prise par ce régime, à travers notre statut et le statut de la magistrature, tout ce qui est licenciement et la radiation, qui revient sur ça, sinon il nous aura au dos. Merci, merci à vous, Moury, à vous. Oui, je crois que Kwasi Kakpo-Bessé, secrétaire général. Je suis le secrétaire général de Centrale Justice, le secrétaire général des travailleurs debout et porte-parole. Porte-parole. Merci d'être venu sur cette émission. Mais j'avais une toute petite question. Cette forme de démocratie vers laquelle nous allons, comment on peut la qualifier? D'abord, notre démocratie, nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne sommes même pas dans la dictature. Nous ne sommes même pas dans la tyrannie. Nous sommes dans un régime inventé par le chef de l'État. Et même ont donné un nom à ce régime. C'est un régime de la ruse et de la rage. Je crois que dans les programmes des universités, les écoles, on doit insérer ce chapitre-là dans les programmes pour enseigner l'histoire. C'est plutôt, il était une fois le régime de la ruse et de la rage. C'est plutôt le Bénin révélé. Non, et nous espérons, disons que c'est le Bénin révélé, et nous espérons... L'arrogance consommée de l'État, les licenciements, les radiations, et les emprisonnements de tout opposant qui n'est pas du pouvoir, c'est ça ce qui calcule. Mais Toboula nous continuons. Le régime de la rage, c'est le déguerpissement. C'est le Bénin révélé, et qu'au bout de 5 ans, le Bénin va se révéler positivement au monde. Nous espérons. C'est pas en un an que ça va se faire. En tout cas, merci. Merci à vous, Kwasi Kakpo. Merci à vous avec toutes ces explications. Regard des travailleurs, creuset des travailleurs debout sur les 3 ans de la gestion, surtout dans le domaine des réformes apportées dans l'administration. Vous avez suivi tout à l'heure la frustration, surtout des travailleurs, et qui seront certainement dans les jours prochains encore dans les rues pour revendiquer, au cas où le gouvernement ne serait pas ou ne céderait pas à leurs revendications. Je crois que le message est bien passé. Merci en tout cas à vous. Merci à tous les camarades syndicats qui sont derrière vous et qui font cette lutte. Merci également à vous, Anno Moriagua, et aux internautes qui nous ont suivis également pour cet instant débat sur Matin et